Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagne lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Michel, un diagonaliste qui partagera son expérience. Avant de plonger dans les détails de tes diagonales, Michel, peux-tu te présenter ? Alors, je suis Michel Château, je suis de Bretagne, Loudéac en particulier, et je fais partie du club de l'AC Trévé, et pour lequel il y a beaucoup de diagonalistes dans le club, et c'est à partir de là que j'ai démarré ma propre diagonale. Et c'est pour ça que j'ai rejoint ce club. Et c'est-à-dire ta première diagonale, c'était laquelle et c'était quand ? Alors, la première diagonale avec Pierre et Bernard, c'était en 2003, je crois, et c'était sur Brest-Menton. Brest-Menton, qui est la plus longue d'ailleurs dans les diagonales, je crois que c'est un délai de 116 heures. Donc pour moi, c'était l'inconnu forcément. Mes camarades en avaient fait une ou deux, et à partir de là, je me suis entraîné pour justement me préparer. Et j'étais fier en plus d'avoir été retenu par le club pour y aller, quoi. Donc ça a été super. Tu avais une quarantaine d'années et tu n'as pas eu peur de commencer par la plus longue et la plus exigeante ? Oui, alors j'ignorais vraiment. Pour moi, c'était tellement nouveau. Donc les 9 diagonales, je m'en suis pas préoccupé. J'ai pas vu forcément que c'était la plus longue. C'est eux parce qu'ils avaient envie de faire celle-là et j'ai pas cherché à me défaire de ça. J'ai accepté le challenge. Et surtout, et comme j'avais mon oncle à Saint-Étienne, qui me permettait de dire qu'à mi-chemin, j'aurais pu m'arrêter. Donc là, ça m'a rassuré. C'est vrai que j'avais pas encore fait beaucoup de longues distances, hein, c'est sûr, mais néanmoins, de savoir ça, ça me rassurait. Et je suis parti. Donc c'est vrai qu'on a démarré de Brest à Menton en faisant une grosse étape. C'était Brest-Angers, parce que Bernard avait sa sœur qui pouvait nous accueillir. Alors Brest-Angers, on était un peu trop fatigués et à 23h30, on était encore sur le vélo, on a abandonné notre vélo et on est venu nous rechercher. Donc on a caché nos vélos derrière des conteneurs à l'époque et donc on est allé dîner chez eux, hein. Il restait 10-15 km, mais Bernard était tellement fatigué, et comme moi d'ailleurs sûrement, et on est allé chez sa sœur, on a dîné, on a dormi. Alors dîner, moi j'étais le seul des trois à avoir dîné pour faire honneur à la table que sa sœur avait bien voulu nous préparer. Et figure-toi que Bernard, il s'est endormi tout de suite dans le canapé. Je lui ai enlevé ses chaussures, j'ai même enlevé ses gants, et Pierre est également allé se coucher dans sa chambre, lui, dans une chambre qui était retenue. Mais moi je suis resté à table pour faire honneur, et je me souviens qu'on avait pris un bon Beaujolais ce soir-là. Et j'étais pourtant non aguerri d'une diagonale, mais j'étais quand même, j'avais fait honneur à la sœur. Et à 3 heures du matin, on s'est quand même levé pour se préparer à reprendre la route. Et donc on nous a ramené 15 km en retrait pour récupérer nos vélos, sur lesquels on avait peut-être peur, hein, de retrouver un peu le vélo abîmé, on ne sait jamais. Mais il s'était tellement passé peu de temps avant qu'il y ait un cambrioleur à nous déconner là-dessus. Enfin, bref, on a récupéré nos vélos et nous voilà repartis avec nos lumières. Ah oui, je ne sais pas quelle heure. Mais voilà, c'était quand même une grosse distance. Je crois que c'était à peu près 450 km. Ça faisait une belle distance pour la première journée. Tu te souviens à quelle heure vous étiez parti de Brest ? Oui, 5 heures du matin. Donc 5 heures, 450 km, soirée Ouais, Beaujolais, et vous repartez vers 4 heures. Ouais, c'est ça. 4 heures après, après il y avait des différentes étapes, et puis différents cols. Et c'est vrai qu'on a été accueillis à Saint-Étienne chez mon oncle, puisque c'était une des étapes pour arriver. Lui aussi nous a accueillis très chaleureusement. Après, on a fait un bon dîner. Et puis, il ne s'attendait pas qu'on lui dise, mais à 3 heures, on se lève, nous. Et à 3 heures du matin, non seulement on s'est levé, mais eux aussi se sont levés. Le couple, ma tante et mon oncle, se sont levés. Et pourtant, ils nous avaient bien arrosé d'une petite liqueur qui va de soi. Mais à 3 heures du matin, on s'est levé. À 4 heures, on est allé vers la route du col de la République. Et là,
là on s'est quitté, donc on a pris le col de la République au lever du jour, hein, franchement. Voilà, c'était un périple. Le col de la République, pour moi, c'était un de mes premiers cols, en fait. Hein. Donc c'était bien à faire, et comme c'était de nuit, donc j'ai pas eu peur d'affronter la montagne. Et surtout que j'avais dit que je serais peut-être arrêté à Saint-Étienne, mais voilà, reparti. Quoi. Il était reparti. Ouais. Et en arrivant, donc, tout se passe bien, hein, mais néanmoins, les jours se passent et la fatigue arrive. Et il est temps d'arriver à Menton. Et en arrivant à Menton, on voyait quand même le délai qui passe. Et nos amis qui venaient nous attendre, nous attendaient. Et moi j'ai appelé, et j'ai rappelé l'histoire du casino parce que c'était assez sympa. Et il y avait j'avais eu Marie-Cécile, pardon, qui nous attendait avec le téléphone. Et puis je téléphone et en fait, compte, elle me dit le commissariat est à côté du casino. Et puis je fais 100 mètres avec le vélo, ou 200 mètres, et puis il y avait un casino. J'y suis à côté du casino. Et en fin de compte, il y avait le casino officiel des jeux, et puis moi j'étais à côté d'un casino alimentaire, en fait. Et c'était pas du tout là. Néanmoins, donc le temps passe, et on était peut-être à une demi-heure du délai officiel. On s'est pressé dans la ville de Menton, et on est arrivé au commissariat, et on a pointé 20 minutes avant le délai. Donc on était fiers, on est allé boire un coup, et enfin vraiment aussi j'avais faim, je me souviens d'avoir faim, et c'était comme une boîte de nuit, c'était pas un restaurant ni un café, mais c'était comme un pub, et qui a bien voulu nous chauffer des panini, je me souviens, ça, c'était assez marrant. Bref, et après on est allé se coucher jusqu'au lendemain, forcément, le vélo à nettoyer, démonter. Et donc les amis qui m'attendaient là, il y avait Bernard, lui, qui repartait aussi pour une diagonale pour faire Brest-Hendaye. Et l'ami Jo Le Bastard, qui m'a soutenu aussi à faire des diagonales pas mal. Et lui, il partait aussi pour faire une diagonale, pour faire Menton-Hendaye. Voilà. Et eux, ils sont arrivés à Hendaye avec 15 minutes, pas plus. Avant le délai. Avant le délai officiel, tu te rends compte un peu. Donc Bernard avait fait les 2 diagonales quand même, mais avec difficulté par rapport au délai, parce qu'il est arrivé, je dis mais il arrive si. Donc c'était important quoi. Voilà. Donc première diagonale, tu fais celle qu'on appelle la royale, hein, Oui. la plus longue. Oui. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'en enchaîner 2 cycles, voire 19 et 20? Alors, pourquoi avoir continué comme ça? Je ne sais pas si tu sais, mais à l'issue des diagonales, et quand on a fait... il y a toujours des réunions de fin d'année, de région par région, Bretagne entre autres, et il y a toujours un animateur, et puis il se trouve que ce jour-là, c'était Bernard Lescudé, le président national de l'amicale des diagonalistes, qui était présent, et qui remet les carnets à ceux qui ont réussi. Et c'est là que j'ai fait connaissance de Bernard Lescudé, qui était aussi avec Francis Suédérec, qui était souvent dans notre région Bretagne aussi. Et après, une fois avoir reçu ce carnet, c'était aussi un dîner qui se passait, une réunion entre diagonalistes. Et puis j'ai retrouvé comme une famille autour de moi. J'ai trouvé des gens qui... Alors je ne les connais pas plus que ça, mais il y avait quelque chose qui se passait et que j'adhérais, et que je me trouvais bien ensemble, à discuter du vélo, de discuter du quotidien aussi. Et c'est à partir de là que l'année suivante, ça m'a permis de me motiver pour refaire une deuxième, et puis après une troisième. et puis après, vu le nombre, je dis pourquoi pas aller jusqu'au 9. Et c'est à partir de ces 9, mes copains ils me disent tu pourrais faire une autre diagonale. J'enclenche une 10e, une 11e, parce que c'était pas les mêmes personnes à chaque fois. Et me voilà reparti dans le cycle du deuxième cycle. Et puis après, je suis arrivé au bout de 17 ans à faire mes 18 diagonales, parce que, comme j'en parlais tout à l'heure, et j'ai fait, au lieu de faire
Paris-Brest-Paris, parce que j'avais fait 2 Paris-Brest-Paris, dont en 2007 et en 2002. 2007 et 11. 2007 et 2011, oui. Et j'ai pas fait celui de 2015 parce que j'avais déjà fait 2 et j'avais envie de faire une diagonale tout seul. Et c'est à partir de là que mes collègues partaient sur le Paris-Brest-Paris de façon plus rituelle, en fin de compte, plus constante. Et moi, j'ai préféré faire 2 diagonales cette année-là. Une pour préparer l'autre, en fin de compte. Et puis au mois d'août, eh ben, au lieu de faire le Paris-Brest-Paris, j'ai fait une autre diagonale. Et de cette façon-là, ben, j'ai pu la faire en solitaire. J'avais envie de cette expérience-là. Franchement, j'avais envie de partir tout seul et de faire ma feuille de route à ma façon, de faire mes horaires à ma façon, manger à ma façon, m'arrêter quand je voulais. C'était une certaine liberté que je n'avais pas forcément quand on est en groupe, même si mes collègues, on est tous bien, mais sauf que ben, c'était autre chose. Et moi, j'aimais bien l'idée d'arriver de bonne heure le soir à l'hôtel, de pouvoir me prendre ma douche, de pouvoir me détendre, de descendre au restaurant, puisqu'en général, je choisis mon hôtel avec un restaurant autant que possible. Comme ça, je peux avoir le dîner du soir. Et puis, ça me permettait aussi de vivre avec les gens de la journée, quoi. Donc, du jour. Alors qu'autrement, quand tu démarres à 4 heures du matin et que tu arrives à 22 heures, tu vois plus personne. Tu ne vis plus avec la société. Donc, j'avais envie de partager ça et je me faisais un malin plaisir à me dire en soi, ils savent pas ce que j'ai fait de ma journée, mais je suis quand même heureux d'être là, mon repas est superbe. Voilà, n'importe quoi tu avais au menu, c'était tout bon, quoi. Jamais tu critiquais puisque c'était tellement apprécié que franchement c'était superbe. Donc après, ben, qu'est-ce que je voulais dire à propos de cette diagonale justement Et quand tu roulais tout seul, tu arrivais plus tôt dans la journée que quand tu roulais en groupe? Ah oui, oui, c'est pour ça que ça me permet d'arriver de bonne heure autant que possible. Alors, forcément, j'ai dérapé parfois parce que soit ma route n'était pas bonne, ou soit j'ai eu un souci quelconque. Enfin, il y a l'orage, enfin, tu vois, il y a eu des soucis, le climat, la chaleur, tout ça m'arrêtait, quoi. Et après avoir fait cette diagonale tout seul, les suivantes, tu as continué tout seul ou tu les as refaites à plusieurs la suite? Oui, alors j'ai alterné. Je me suis mis à faire d'autres diagonales tout seul, en effet, parce que les autres partaient sur d'autres challenges, d'autres diagonales, et puis que les délais, moi, puisque je travaillais aussi professionnellement, donc j'étais pas forcément libre à ce moment-là avec eux. Donc je me donnais mon planning un peu pour moi, quoi. Donc c'est le calendrier qui faisait que je partais tout seul ou pas, quoi. Voilà. Donc une fois j'ai fait mes 18 diagonales, ben, j'ai arrêté pendant 1 an et j'ai rencontré donc lors d'un passage de Freddy Martens à Loudiac qui me dit, oh, tu devrais en faire 19 pour être au moins dans le petit diagonaliste, dans le tableau au final. Ça m'a fait sourire et puis je dis tiens oui pourquoi pas. Et c'est vrai qu'avec Yannick, ben, on a décidé de faire Hendaye-Menton. Et là, ben, en faisant Hendaye-Menton, ben, je me suis efforcé de faire mon trajet aussi de ma route pour passer chez Bernard Lescudet pour cette dernière diagonale, parce que j'étais déjà passé une fois avec lui, chez lui, du moins, et c'était son épouse qui avait préparé le petit déjeuner à l'époque, et puis Bernard, bien sûr. Et la dernière fois, ben, malheureusement, son épouse était décédée, mais il avait avec plaisir voulu nous accueillir, et donc il nous a préparé un petit déjeuner du tonnerre, et qui nous a permis de vraiment de faire un déjeuner salé et tout. Et on est reparti aussi avec les bananes, enfin plein la sacoche, prêt à tenir toute la journée. Et de Bernard, ben, j'ai beaucoup apprécié, forcément. On s'est retrouvé d'ailleurs dernièrement à Saint-Afrique, où il était présent et qu'il est devenu le président d'honneur de notre amicale, et c'était super sympa, quoi. Donc j'apprécie toujours de les rencontrer, tous ces anciens là, qui m'ont amené sur les diagonales. Tu as parlé au début de l'entretien d'une sorte de famille rencontrée. Tu parlerais de fraternité, de solidarité avec les diagonalistes? Oui, parce que, alors,
on se connaît pas tous comme ça, mais même si on est proches, enfin, on est les uns à côté des autres et je me retrouve presque en famille, mais c'est pas pour ça qu'on va discuter avec un tel, mais je me sentais toujours détendu et bien avec tout ce monde et forcément on connaît du monde et on discute et on partage un peu la même chose. Hein. Une fois qu'un diagonaliste rencontre un autre diagonaliste, bien souvent ça discute diagonale, quoi. C'est clair. Une fois que tu as fait ton premier cycle, tu as une expérience forte, une diagonale. C'est dur, hein, il y en a peut-être des plus ou moins faciles en fonction de la météo, mais bien ça sûr. reste difficile. Comment tu t'entraînes? Comment tu t'entraînais pour assurer tes diagonales? Alors parfois, en début de saison, eh ben, dans le club, on est crescendo sur les distances, mais quand on préparait une diagonale, c'était souvent pour partir au mois de mai, juin. Pratiquement sur les 9 diagonales du premier cycle, on s'est entraîné, on était entre 4 et 5 000 km parce que un manque d'expérience peut-être. Et puis après, ben, je crois que si on fait une barrière comme ça, c'est peut-être au deuxième cycle que je me suis. On sait pas. J'ai pas de panique. Moi, je dis au bout de il me faut à peu près 2000 km. Je pense que je suis capable d'enclencher une première étape de diagonale à 250-270. Première étape. En général, ma feuille de route, c'est ça. Après, on est à 300-320 sur 2 jours. Et puis j'aime bien terminer entre 120, 150, enfin voilà, en fonction bien sûr de chaque diagonale, il faut respecter le délai et puis la distance. Mais donc 2000 km, je suis parti plusieurs fois comme ça. Et je trouvais qu'au bout du troisième jour, tout s'améliorait dans le temps. La première, à la limite, est plus difficile. La première journée est plus difficile que la deuxième, etc. Et que sur la fin, et ben, sur ma dernière journée, ben, on sait qu'on est dans les délais en plus, donc c'est ça qui est bien, parce que je faisais en sorte de ne pas être en retard. Je ne voulais pas être à la bourre sur une feuille de route. Par contre, si je pouvais avoir 2-3 heures devant moi avant d'arriver à la fin de cette diagonale, eh ben, ça me permettait de profiter de ma journée, franchement, et c'est ça, quoi. Et donc, comme j'étais détendu, que physiquement j'étais bien, et ben voilà, je rentrais et on terminait dans les délais, vraiment comme on voulait, quoi. Mais partir avec que, entre guillemets, 2000 km, faut avoir une confiance en soi, faut savoir que ça va bien se passer. On a une tendance à se rassurer en roulant beaucoup au début. Oui. Et après, tu sais que c'est pas ça l'important, mais l'important c'est de savoir Voilà. gérer l'effort. Ouais, c'est un peu la tortue qui va lentement, mais qu'il ne faut pas non plus se disperser sur une diagonale. Hein. Bien sûr qu'il y a de belles choses à voir, mais il ne faut pas se disperser. Pour moi, du moins, c'était comme ça. Je faisais ma journée, et un petit déjeuner, c'était telle heure, c'était 20 minutes d'arrêt de prévu, c'était pas plus, quoi. Je ne me croyais pas de... Et si je pouvais aller manger plus vite, ben, je partais aussi, je reprenais. Même si je roulais à petite vitesse, mais pendant que je roulais, je pédalais, j'avançais. À partir du moment où on pédale, on avance. Donc même si tu es à 17 ou 18 km/h, tu avances. Donc c'est pas grave. Après, il y a des moments de ta journée, moi je voyais souvent dans mon cycle perso, vers 16-17 heures, je vais être bien, quoi. Donc je vais monter à 27, suivant les profils bien sûr, hein, des routes, mais par moment je savais que je baissais en vitesse, mais je ne me paniquais pas, je sais que dans une heure ça sera mieux. Donc quand ça va moins bien, tu gardes confiance, tu Voilà, sais que ça va oui. s'améliorer. Il faut passer ce cap, ne pas avoir peur, et puis de continuer dans sa feuille de route, et même si ta feuille de route se décale, bah, je m'aperçois que à un moment donné dans la journée, bah, tu vas rouler plus vite, et bah, tu vas reprendre le fil de ton... Parce que mes feuilles de route, souvent, c'était entre 18 et 20 De moyenne. de moyenne. Ok. Pour pouvoir donner mes horaires à peu près de contrôle ou de passage d'arrivée à l'hôtel. Parce qu'en général, je faisais pas une feuille de route au-delà des 21 heures à l'hôtel. Donc c'était ça l'intérêt, oui. Pendant tes diagonales, tu as dû avoir des moments difficiles, de la pluie, du vent, de la chaleur. Comment tu gères ça pour aller au-delà de ça? Alors,
si je suis à plusieurs à faire cette diagonale, ça va être le fait que je sois accompagné ou à plusieurs. Et ben, on se motive les uns vers les autres pour pouvoir surmonter les moments difficiles. Alors, si c'est sur de la montagne, par exemple, eh ben, chacun va rouler à son allure, et puis celui qui est en haut, ben, il va attendre l'autre, et c'est parce que si je suis le deuxième ou le troisième, et ben, je suis motivé pour pouvoir continuer, pour pouvoir rejoindre et ne pas laisser tomber mes collègues. Par contre, si je suis tout seul, ben, je prends sur moi et je vais peut-être rouler moins vite, mais je vais rouler. Et je me dis, ben, tout ce que tu fais là, ben, c'est fait. Et plus tu avances, et ben, chaque moment, ben, les moments difficiles, je les capte comme ça parce que je les surmonte tranquillement, mais sans paniquer. Donc Voilà, être il patient. faut pas être. Oui, c'est ça, être patient et ne pas se décourager parce que franchement, tu sais que c'est un moment difficile, mais tu sais qu'il va durer quoi? Une demi-heure, trois quarts d'heure. Et le temps passe, de toute façon. Donc, tu avances difficilement, mais tu avances. Donc ne pas s'arrêter. Et mentalement, bah, tu sais que bah, si c'est une difficulté de montagne, bah, tu sais que tu auras une petite descente derrière, tu vas récupérer, donc tu auras aussi du plaisir devant à continuer. Et voilà. Comment tu arrives à gérer l'effort sur de la longue distance? Tu arrives à rester plutôt en dedans de tes capacités au Oui, début pour faire toute la durée? complètement. Je suis en dedans de ce que je peux faire. Je ne vais pas aller à une grosse allure parce que je veux avancer plus vite que... Non, non, je ne cherche pas ça. Je roule, mais j'ai pas de difficulté à rouler. Je vais pas me mettre dans le rouge, comme on dit souvent dans le jargon, mais je vais rouler tout le temps, mais plus lentement, mais j'ai toujours de la réserve. Je garde beaucoup de réserve de ça, parce que j'ai d'ailleurs une réserve toujours alimentaire aussi, même si je vais des fois au restaurant, j'ai de quoi me nourrir, parce que je ne sais jamais s'il peut y avoir une crevaison ou un arrêt quelconque, ben, faudra bien que je mange quelque part. Alors j'ai toujours quelque chose en réserve, mais je n'utilise pas forcément. Voilà. Quand on passe 14 heures, 15 heures, 16 heures des fois sur son Oui. vélo, tu n'as pas développé de douleur ou de mal de fesses, de cervicales, etc. Alors, hormis pour revenir à la première diagonale, Menton-Hendaye, où j'ai eu vraiment des difficultés parce que c'était ma première longue distance. Brest-Menton. Brest-Menton, pardon, Ouais. excuse-moi. Brest-Menton, en effet. Et là, j'ai eu vraiment des brûlures aussi aux fesses. Et, parce qu'il y a eu du soleil, mais aussi de la transpiration. Et la transpiration fait que ça a cloqué et ça a brûlé un peu à la chaleur. Et quand quand j'ai terminé plutôt sur une selle que sur une fesse que sur les deux. Donc j'avais des difficultés en effet à terminer. Mais ça c'est une expérience. Et après les suivantes, et ben ça s'est fait. Alors c'est vrai que également non seulement il y avait le fessier, mais il y avait les mains. Et les mains, c'est vrai que avec les gants, ben, quand il pleut, ben, ça frotte et voilà, c'était un peu douloureux sur les mains Donc tu as résolu tes problèmes de fesses, mais comment et alors? des mains. Et de mains? Voilà, parce que c'est à force de rouler, de faire des kilomètres. À l'époque, quand j'ai fait ma première diagonale, j'avais pas beaucoup de vélos devant moi. Mhm. Donc ça faisait 2 ans ou 3 ans que j'avais démarré. Autrement, ben, je ne sortais pas beaucoup le vélo. Voilà. Dans ces 20 diagonales en tout, est-ce qu'il y en a que tu as préféré? J'en ai fait 19 homologuées. Et j'ai fait une donc, qui n'a pas été homologuée parce qu'on est arrivé hors délai. Alors on l'a faite, mais elle est arrivée hors délai, donc on ne la compte pas en tant qu'homologation. Mhm. Mais c'est vrai, tu as raison, j'ai fait quand même 20 globalement. Et une que j'ai plus aimée, plus qu'une autre, bah, j'ai envie de dire que Menton-Hendaye et Hendaye-Menton, et puis 2 fois Hendaye-Menton, parce que bah, il y avait le bord de mer qui faisait surtout au retour. C'est tout ce bord de mer de Fréjus à Menton, pratiquement toujours avec la mer à côté. C'était, pour moi, surtout que c'était les dernières étapes souvent, ou la première journée, et ben, c'était le lever du jour, quoi. Que ce soit à l'aller comme Mhm. au retour. J'aimais beaucoup ce secteur-là, et je me sentais privilégié de pouvoir faire ça
à 6 heures du matin, même tout seul, j'appréciais fortement le paysage et donc l'horizon de la mer, avec ses belles couleurs. Question esthétique, je pense que c'est celle-là que j'ai bien aimée. Ouais. D'autres ont été difficiles, mais tout aussi belles. Hein. Mais je suis content d'avoir tout fait, hein, c'est clair. Et puis aux étapes, comme à Strasbourg, de rencontrer Jocelyne aussi. J'ai envie de dire que Jocelyne m'a rassuré, parce qu'elle nous a accueillis souvent chez elle, même au commissariat, et ça nous a permis de faciliter la chose avant de rentrer. Quoi. Voilà, autrement, que ce soit à Dunkerque, à Brest aussi, enfin, j'ai de bons souvenirs partout. Quoi. Voilà. On parle de diagonale, donc tu les as réalisées seul ou à plusieurs, c'est-à-dire en dessous de 5 personnes. Tu as participé également à 2 Paris-Brest. Comment tu peux différencier un Paris-Brest d'une diagonale en termes d'effort ou de difficulté? Le Paris-Brest-Paris, pour moi, c'était une autre aventure, c'est vrai, puisqu'il faut faire les brevets. Donc c'est une préparation qui est différente qu'une diagonale, parce que tu vois, j'ai dit tout à l'heure que je me permettais de partir avec 2000 km, alors que si tu n'as pas fait tous les brevets préalables pour faire le Paris-Brest, ça passera pas. Quoi. Donc tu ne pourras pas t'y inscrire déjà. Et puis moi, professionnellement, j'avais du mal à pouvoir gérer tous ces brevets. Donc c'est pour ça que je me suis suffi à faire 2, et que la troisième fois, 2015, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas fait les brevets pour se préparer, et donc j'ai préparé une autre diagonale. Voilà, j'ai fait une deuxième diagonale cette année-là. Et la différence pour moi, c'est que le Paris-Brest-Paris, tu as ta feuille de route qui est déjà inscrite sur sur la route, puisqu'il y a toutes les pancartes, l'itinéraire est déjà tracé. À toute heure de la nuit et du jour, tu peux te restaurer. Tu peux t'arrêter à tous les 80 km sans problème. Tu peux faire réparer, tu as toute une logistique autour de toi. Alors qu'elle est plus hasardeuse en tant que diagonale, hein, puisque c'est sur ta pomme que c'est à toi de trouver tout ton itinéraire. Et puis, si tu as un souci mécanique, il faut trouver le vélociste du coin. Enfin, c'est pas du tout le même accompagnement. On n'a pas d'accompagnement sur une diagonale. Sur le Paris-Brest-Paris, c'est une belle chose, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, on partage plein de choses, c'est sûr, mais c'est pas les mêmes rapports. Donc tu vois, j'ai fait 2 Paris-Brest-Paris, mais ça m'a suffi, j'ai pas cherché à faire plus, et mes collègues ils continuent à aimer ça et en faire d'autres, hein, Paris-Brest-Paris, mais moi j'avais privilégié la diagonale. Donc pour conclure, je pense que je préfère la diagonale. Est-ce qu'une diagonale peut être un entraînement pour faire Paris-Brest-Paris? Ah complètement, oui. Oui, je pense qu'un diagonaliste n'a pas peur de faire une diagonale préalablement, c'est sûr. En complément de ses brevets. Ça n'empêche pas les brevets, malheureusement. Une diagonale ne donne pas de brevet. Hein. Mais oui, en effet, je pense que ça peut être sympa aussi de faire ça. Ouais. J'ai retenu qu'avec l'expérience, tu peux partir en diagonale avec un entraînement assez faible, avec 2000 km. Ça, c'est important de le dire. Tu es également sariste. Est-ce que tu peux dire un mot sur ce que c'est qu'être sariste? Et quand as-tu décidé d'être sariste? Alors, je me suis inscrit en tant que sariste parce que j'avais envie d'aller à la rencontre d'autres diagonales, listes, et aussi parce que j'ai eu des saristes qui sont venus à ma rencontre. Et j'ai vraiment apprécié ces moments-là, parce que d'abord, ils connaissent leur région, ils t'aident dans le mental aussi, à trouver ton itinéraire de façon plus facile, voilà, parce ils savent s'il y a des travaux, ils savent aussi où il faut mieux passer que par rapport à un autre chemin. Et puis on prend le temps aussi de discuter une demi-heure ensemble. Et j'ai souvenir d'avoir Jean-Guy Dubuisset, j'ai Bernard Ducornet, enfin, et puis j'ai même rencontré Gilbert Jacon, et j'ai eu d'autres aussi, je ne vais pas me souvenir tout de suite les noms des personnes, mais j'ai eu d'autres saristes à venir à ma rencontre. Et donc, et moi, qui suis de Bretagne, quand je peux voir les feuilles de route et que je peux savoir s'il y a un cycliste qui
passe sur notre secteur, eh ben, on va y aller, quoi. Alors, que ce soit moi tout seul ou avec quelqu'un du club qui est diagonaliste aussi. Vous êtes combien de diagonalistes dans ton club? Oh, même si on n'est que très peu de licenciés, on peut dire que on a été au moins 10-15 des fois des années, je pense qu'on était 10 ou 12 résultats diagonales. Donc c'était un pourcentage assez élevé quand même. Donc tout le monde aimait bien la longue distance. Ouais. Alors, quand on est de l'UDA, qu'on fait de la longue distance, tes diagonalistes là, du club participent à l'organisation de Paris-Brest ou pas forcément? Alors oui, c'est pour certains, ils vont s'associer avec le club de l'UDA qui a pu accueillir. Bah, actuellement, il le faisait sur les deux, à l'aller comme au retour. Et donc il y avait des membres du club qui se mettaient comme bénévoles auprès du club de l'UDEAC. Voilà, ils mettaient toute leur expérience aussi à partager. C'était agréable d'ailleurs pour moi qui participais, de retrouver des amis à l'UDEAC quand même. Oui, c'était sympa. Nous allons arriver à la fin de ce podcast. Aimerais-tu ajouter autre chose par rapport aux diagonales, au plaisir que tu as pu croiser, ou sur la longue distance, ou le vélo d'ordre général? Oui, bah écoute, j'ai envie de dire quand même que j'ai fait 2 eurodiagonales. Et mes 2 eurodiagonales, je les ai faites en solitaire. Et j'ai fait le premier choix. Alors j'avais fait cette année-là, j'avais fait une diagonale. Alors j'avais fait, ça devait être en 2014. Voilà, 2014, j'ai fait Bordeaux-Paris. Bordeaux-Paris, c'était à peu près 600-660 km. Presque comme si je me préparais à faire une diagonale. Tu vois, c'était 2 journées à peu près. Et j'ai fait donc une diagonale. Et je me sentais bien. Et ma femme n'était pas en congé au mois d'août. Et puis on avait fait le choix d'aller sur le Portugal avec des amis à Lisbonne. Et puis j'ai dit, moi qui suis en congé, je vais prendre mes 8 jours ou mes 10 jours, je vais partir à Lisbonne et je vais faire une euro diagonale. Et donc j'ai fait Hendaye-Lisbonne. Et figure-toi que je suis arrivé avant. Quand je suis arrivé à Lisbonne, j'avais bien calculé, je suis arrivé à Lisbonne, j'ai appelé mon épouse, et eux ils étaient dans le trajet de l'Oudéac à Nantes pour aller prendre l'avion. J'étais arrivé moi à Lisbonne. Et je suis arrivé à Lisbonne et dans mon hôtel, par exemple, très gentiment, avec mon vélo, l'hôtel, et je dis, j'ai une réservation. Je dis, je vais m'habiller, je vais prendre ma douche, et puis je vais les accueillir, je vais les attendre à l'hôtel. Sauf que la réservation était faite au nom d'un de mes amis, et non pas à mon nom. Donc quand je suis arrivé en vélo, en cuissard, dans un hôtel avec un peu de confort, le mec, il voulait pas me faire rentrer, quoi. Puisque il y avait comme une barrière d'accueil, et avant d'aller à la direction, quoi. J'ai dit, c'est pas possible. Il voulait pas me faire rentrer. Parce qu'en plus, il parlait pas français. Et il y a un monsieur de l'accueil qui est arrivé, un ancien, et lui, il parlait français. J'ai expliqué, j'ai dit, on est à plusieurs. Et puis c'est là que ça m'est revenu. J'ai dit, mais si ça se trouve, c'est au nom de mon collègue. J'ai donné le nom, et en fin de compte, on m'a ouvert les portes. J'ai pris la douche, je me suis habillé. J'avais mes habits de civil avec moi. Voilà, et ben, mes amis sont arrivés plus tard, et c'était reparti. Et j'étais fier et pas fatigué, tu vois, d'avoir fait ce beau trajet, parce que une belle expérience aussi, parce que j'ai rencontré de Hendaye à Lisbonne, on passe plus ou moins sur les marcheurs de Saint-Jacques. Et voilà, j'étais à Burgos, enfin, que je connaissais pas vraiment tout ça. Ben, franchement, Salamanque que j'ai fait. Voilà, j'avais choisi toujours mes hôtels en ville pour pouvoir faire une visite à pied. Si tu veux, une eurodiagonale, c'est moins lourd. Donc je fais 160, admettons 180 de moyenne, et puis tu arrives vers 18h, enfin tu as le temps un peu de te détendre, et puis avant de dîner. Ça, c'était une belle expérience aussi. Et l'année suivante, j'avais dû faire Malaga-Perpignan. Malaga-Perpignan, et dans lequel moi j'avais choisi de faire des étapes, les plus grosses étapes au départ, 230 et puis 190. Mais je voulais passer vraiment aussi en faisant le bord d'Espagne. Et je voulais absolument aussi aller avec mon vélo à la Sagrada Familia de Barcelone et de prendre la photo, quoi, de mon vélo avec la Sagrada. Pour moi, c'était un objectif, mais pas évident parce que je suis tout seul, je ne parle pas espagnol.
j'ai été tout seul, c'est vrai. Et il faut rentrer dans ces grandes villes, quoi, avec le vélo, et d'arriver jusqu'à l'église, enfin, cette cathédrale. Franchement, c'était beau, quoi. Mais après, je suis passé à Figueras. Figueras, eh ben, c'était aussi, je voulais faire le musée d'Ali, mais j'avais choisi mes horaires, et puis j'arrivais à 14h30, 15h à l'hôtel. Je me suis changé et j'ai pu faire la visite du musée. Et le soir, ben, j'ai dîné dans la rue. Enfin, et il me restait 60 km pour rentrer à Perpignan. Franchement, le col de Pertuis, alors bien entraîné comme j'étais, le col de Pertuis m'a paru être comme à plat, quoi. Incroyable. Et je voyais nos amis français qui repartaient avec leur caisse de pastis. Je me moquais un peu d'eux, tu sais. Oh, c'était marrant. Je me moquais un peu d'eux parce qu'ils sortaient des grandes boutiques de frontières pour pouvoir ramener un peu d'alcool chez eux. Et moi, ça m'est resté, ça. Voilà, c'était belles choses comme ça, Perpignan. Et je me suis fait le restaurant le soir. Enfin, tu vois, je sais aussi me faire plaisir tout en ayant fait des efforts de la journée. Ben, j'aime bien me faire plaisir d'une bonne bière. Tout ça passe très très bien, tu vois. C'est super. Convaincu, et si je t'entends, c'est vrai qu'une eurodiagonale, tu fais autour de 170-180 km, Ouais. c'est plus accessible qu'une diagonale, Oui. et ça peut être aussi un essai avant de faire une diagonale, un premier essai de longue distance. Oui, sauf qu'on demande, je crois, avoir au moins une diagonale avant de pouvoir s'inscrire sur l'eurodiagonale. Mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, nos amis de l'amicale exigent toujours ça, mais c'est pas impossible. Ok. Voilà, c'était ça un peu le truc. Merci Michel, on va arriver à la fin de cet épisode. J'en profite pour rappeler que le nouveau site des Diagonales de France existe, diagonale-2-France, qui existe depuis un peu moins d'un an et propose beaucoup de contenu justement pour qui souhaite s'intéresser à la longue distance. Oui, dis-moi. Oui, j'avais envie de dire aussi que le petit diagonaliste m'amène aussi à continuer à rester, même si j'en fais plus actuellement, mais le petit diagonaliste, moi je le dévore à chaque fois parce que j'aime bien lire un peu les épisodes des uns et des autres. Et franchement, le petit diagonaliste, ça m'a permis au tout début de continuer, parce que je retrouvais des reportages et ça me faisait envie. Et ça m'a fait beaucoup envie Et donc je conseille forcément à celui qui fait une première diagonale d'adhérer à l'ADF, parce que le petit diagonaliste que l'on reçoit, alors j'espère qu'on va pouvoir toujours le soutenir, mais que ça persiste, je persiste à dire que ça apporte beaucoup aux nouveaux diagonalistes, et même pour les anciens aussi. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à une grande famille, je trouve, pour pouvoir gérer tout l'avenir des diagonales. Je te rejoins entièrement, et c'est vrai qu'on retrouve les récits des diagonales et ça donne vraiment envie d'en faire. C'est important. C'est un partage terrible. Et heureusement qu'on a ces petits rapports à faire à chacun de soi. Chacun doit faire son petit compte rendu. Donc voilà, ça a le mérite d'être parfois édité et de continuer à persister pour faire d'autres diagonales. Mais ça fait partie de l'obligation de la diagonale. Également. Le récit. Voilà, ouais, c'est ça. Mais on est bien content de se relire après. Merci en tout cas à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste@gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Je tiens à vous remercier également pour les nombreux commentaires que je reçois et qui m'encouragent à poursuivre cette aventure. Merci beaucoup Michel. Au revoir. Merci Marc.